Aux Sorinières, un couple de gens du voyage se bat pour continuer à vivre sur son emplacement. Aidé par des associations, ils cherchent des solutions avec la mairie. Benoît Balti. L'amertume se lit encore sur les visages. Antoine et Yvette Elfrich espéraient trouver une solution avec la mairie des Sorinières. Le couple de septuagénaires, propriétaire d'un terrain, y a installé son mobil-home depuis 2 ans. Seul problème, l'emplacement de cette parcelle à moins de 100 mètres de la 83 ne permet pas légalement son occupation à l'année et la mairie reste inflexible sur le respect de la loi. Je suis inquiète parce qu'on a été opérés tous les deux d'un cancer du poumon et je suis déçue du maire parce qu'il aurait pu faire un geste. On est des personnes respectables à notre âge. Et puis qu'on veut nous foutre à la porte. Condamné en première instance puis en appel, le couple est dans l'obligation de quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 200 € par jour. Lors d'une réunion ce mercredi, la mairie leur a proposé 5 solutions de relogement, des propositions qui n'ont pas convaincu les associations. On demande à ce que le terrain soit classé en zone appropriée, en zone UCV, en zone urbanisable, viabilisable, pour donner une réponse de logement pérenne. Et pour ça, les associations en appellent à Nantes Métropole. Elles espèrent que le nouveau plan local d'urbanisme métropolitain pourra apporter une solution. L'idée, c'est bien de travailler sur une réglementation globale qui permette à la fois de régulariser des situations ou de permettre par exemple des échanges de terrain. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que telle famille va rester forcément à tel endroit, mais l'idée c'est bien de travailler aussi sur du cas par cas. Une réunion est prévue entre Nantes Métropole et l'Association des gens du voyage citoyen à la fin du mois. Johanna Roland est l'invitée de l'entretien cette semaine. Au sommaire, Notre-Dame-des-Landes, la circulation dans la métropole ou encore la sécurité. Les élus locaux de droite ont réclamé justement ces derniers jours la mise en place de la vidéoprotection. Le maire de Nantes leur répond. D'abord, j'aimerais bien qu'on arrête de faire comme s'il n'y avait pas de caméra à Nantes. Puisque je rappelle qu'on a à peu près 85 caméras via ce qu'on appelle le PC circulation, qu'on a plus de 1800 caméras dans les bus, tramways de la Sémitane. Oui, la vidéoprotection, on la fera. Où est-ce qu'on en est ? J'ai proposé au maire de la métropole, qui était intéressé par ce sujet, qu'on puisse mutualiser nos moyens, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers derrière, et qu'on puisse ensemble faire une étude sur la vidéoprotection. Dans les semaines à venir, cette étude va nous être restituée. À partir de là, on prendra des décisions. Mais pour moi, ce n'est pas les caméras et après l'humain. C'est l'humain. Donc l'humain, c'est la maison de la tranquillité, l'îlotage et les caméras. Les Canaries retrouvent la Ligue 1 une semaine après la claque reçue à Nice. Mais ce ne sera pas simple ce samedi à la Beaujoire face au Toulouse Football Club. Une équipe en forme, Olivier Caillé. Pas facile pour René Girard de trouver les bons mots. Semaine après semaine, les contre-performances s'accumulent et ce n'est pas la gifle reçue à Nice dimanche dernier qui arrange les choses. Après bientôt 4 mois de compétition, les statistiques nantaises sont inquiétantes. 15e avec 13 points et seulement une longueur d'avance sur le 18e et barragiste. La situation comptable est préoccupante, mais l'ancien Canarien Nicolas Gillet ne veut pas retenir que cet aspect. Moi, dans l'attitude, je ne trouve pas que les Nantais soient déficients. Après, quand on parle de qualité de jeu, ça c'est autre chose par rapport à Nice, par rapport au championnat en général. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu de trucs qui nous permettent de dire Nantes va se maintenir sûr. Mais dans les attitudes, je ne trouve pas que ça lâche et je ne trouve pas que ce soit mauvais. Et c'est bien dans cet état d'esprit qu'il faudra aborder la rencontre face au TFC samedi à la Beaujoire, une formation toulousaine qui reste sur une dynamique très positive depuis la fin de saison dernière. Sur la fin de saison, mais surtout sur le maintien qui s'est fait arranger. Et ils ont créé quelque chose de fort entre eux, je pense, et qui fait que maintenant, ils sont capables peut-être sûrement, on en parlait tout à l'heure, Étienne en parlait, de se dire les choses sur le terrain, de corriger ce qui ne va pas, et puis d'aller ensemble chercher quelque chose. Comme une nouvelle performance à Nantes, où Toulouse n'a plus connu la défaite depuis la saison 2005-2006. Plus que quelques heures avant le départ de la 8e édition du Vendée Globe, les 29 skippers sont déjà dans les starting blocks et l'effervescence ne faiblit pas au Sable d'Olonne. Anne Judic. Avec près de 700 000 visiteurs en 2 semaines sur le village officiel du Vendée Globe, la course autour du monde est déjà un succès à terre. Il faut dire que l'événement est ultra médiatisé.
L'horaire du départ dimanche à 13h02 est calculé pour les journaux télévisés de la mi-journée. 45 télévisions sont sur site et 1100 journalistes ont été accrédités. Côté course, 29 skippers prendront le départ ce week-end. Le plus jeune a 23 ans, le plus vieux en a 66. Ils ont un peu plus de 40 000 kilomètres à parcourir autour du monde pour tenter de battre le record. C'était il y a 4 ans, lors de la précédente édition. Le jeune François Gabard explosait le chrono en remportant le Vendée Globe en 78 jours seulement. Il n'y a pas encore urgence, mais presque. Après 4 défaites consécutives, les Corsaires voudront s'imposer ce week-end lors du derby sur la glace de La Roche-sur-Yon. Olivier Caillé. 10e après 7 journées de Division 1, il faut remonter le temps pour trouver un départ aussi délicat pour les Corsaires de Nantes. Battus 5 fois pour 2 victoires, les hockeyeurs nantais restent sur 4 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Plusieurs raisons à cela, un effectif largement renouvelé cet été, mais aussi un nouvel entraîneur qui demande un peu de temps pour mettre ses pions en place. On a fait une bonne préparation qui était différente des années avant à Nantes, un vrai camp d'entraînement, donc les gars ils ont un peu subi, on a profité de la dynamique pendant 2-3 matchs. Maintenant l'essentiel c'est l'emballage, c'est pas forcément de bien démarrer et de finir mal, comme on dit, départ de cheval, arrivée d'âne, donc je préfère un départ tranquille avec une arrivée de cheval. Avec comme objectif avoué les phases finales en fin de saison pour le plus jeune effectif de la division, confronté depuis 2 mois aux grosses équipes du championnat. Pour l'instant, on n'a pas joué les équipes qui sont autour de nous, hormis Valvanoise. Et on a perdu chez nous, mais en prolongation. Donc on a quand même pris des points contre eux. Sinon, on a joué que des grosses équipes, des équipes qui sont clairement devant nous, qui sont en avance sur les temps de passage, du fait de leur positionnement au niveau des entraîneurs aussi. Ces entraîneurs qui sont en poste depuis un certain nombre d'années dans ces clubs. Donc ils ont pu peaufiner leurs équipes, c'est le cas de La Roche-sur-Yon. Que Nantes va croiser ce samedi avec le secret espoir de s'imposer dans le derby. Un succès qui permettrait à coup sûr de lancer la saison des Corsaires. Diversité des plantes, méthode de culture biologique, et voilà les ingrédients du nouveau jardin pédagogique inauguré le mois dernier à Rezé. Le but, je dirais qu'il est double. Enfin, principalement, c'était surtout de travailler sur la proximité des services à la population. Et donc, pour ce faire, on a proposé 2 choses. Donc, ce jardin pédagogique que vous avez ici, avec une vocation, enfin tout au moins une représentation sur la notion ville-nature, ville comestible. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir donc créer des animations donc, sur ce jardin, sur qu'est-ce que la ville-nature, qu'est-ce que la ville comestible. Donc c'est décliné sur plusieurs ateliers, à savoir les différentes formes de jardin. Donc le jardin lasagne, le jardin traditionnel tenue maraîchère, et puis aussi le jardin type mandala. Alors il y a une vocation quand même principalement orientée sur l'alimentaire, hein. Donc je parle du jardin potager, mais également sur les fruitiers. On a aussi une déclinaison de toutes les formes de fruitiers possibles, hein, donc en espalier, en cordon. Et puis aussi la déclinaison de ville nature, c'est comment est-ce que le roséen lambda peut faire rentrer un peu la nature dans son jardin. Donc là on a essayé de tirer un peu profit là, des atouts du site avec le bois de la châtaigneraie qui se trouve derrière nous, et puis aussi donc une déclinaison donc, avec cette création de la mare, qui bien évidemment c'est des milieux très dynamiques et qui à terme, on l'espère tout au moins, peuvent apporter une faune spécifique locale très riche. L'idée c'est aussi accentuer un peu notre rôle de conseil. Donc pour ça on a un pôle ressources où on sera en capacité d'accueillir donc les gens toute la semaine, hein, de 9h, 12h, 14h, 17h, pour répondre donc à toutes les questions possibles sur le jardinage, sur l'horticulture au sens large, et en parallèle donc de ce site. C'est la notion de ville-nature. Qu'est-ce que la ville-nature? Comment je peux appréhender cette démarche-là, moi en tant que citoyen?
Puis c'est aussi quand même notre rôle de conseil sur la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, qu'est-ce que c'est, quoi ? Qu'est-ce que ça peut être concrètement chez moi, sur mon petit pavillon ou même sur mon balcon, quoi. Et donc là, ça peut être une vitrine, tout au moins en termes de conseils. Et puis si concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quoi. Qu'est-ce que la ville nature précisément ? Parce que c'est quand même un mot conséquent, c'est un item, mais qu'est-ce qu'on y raccroche derrière ? Donc c'est faire rentrer la faune dans la ville, quels outils on peut mettre en place, et puis bien évidemment chaque Creuséen peut mettre sa pierre à l'édifice sur cette démarche-là, quoi. Si vous ne savez pas, si vous êtes intéressé, on peut être donc un conseil, un relais, sans aucune prétention, hein. On ne sera pas des donneurs d'ordre ou voilà. On peut vous conseiller, quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez à tous les niveaux que vous souhaitez. On est sur un espace d'1 hectare. On a travaillé donc sur les principes de la permaculture. Les principes qui sont les suivants, hein, donc respect de la nature, respect de l'homme et partage équitable. Et donc on a conçu ce jardin un peu sur les concepts de la permaculture. Donc, ça rajoute une activité, une mission supplémentaire, ce qu'on faisait déjà un peu de manière informelle avec les portes ouvertes tous les ans, sauf que là, on monte un peu en gradient, quoi. Donc c'est une complémentarité. Alors c'est vrai qu'on a revu un peu les missions des agents, parce qu'à terme, ils auront aussi des missions d'animateurs. Donc, mais ça, on va l'étaler dans le temps, on va le mesurer, on va l'évaluer, et on va aussi, bien sûr, les aider par des formations. Aujourd'hui, on est parti sur des ouvertures une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, avec des animations. Il est bien évident après, selon la montée en charge, selon le centre d'intérêt qui pourra en ressortir, on s'adaptera, quoi. Donc peut-être qu'on fera moins, peut-être qu'on fera plus. Mais au jour d'aujourd'hui, comme c'est quand même un lieu de production, on ne peut pas se permettre de l'ouvrir au public comme ça. Là, en termes d'ateliers, je crois qu'il y en a au moins 8, parce que donc déjà, on a un rucher école avec une petite ruche pédagogique. Il y aura un atelier sur la multiplication végétative. Il y a également donc un jardin mandala qui peut être aussi quand même intéressant sur qu'est-ce que le mandala, comment est-ce qu'on le retranscrit, sur les principes de culture en but. Il y a également un verger. Il y a également des bacs de culture hors sol, accessibles aussi pour les personnes en fauteuil roulant ou handicapées. Il y a aussi bien sûr cette marque, quand même le point d'attraction central donc, du site, avec derrière moi donc, la déclinaison des différentes strates, hein, la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée, pour terminer sur la mare. Et là on voit bien qu'il y a des interactions qui sont intéressantes. Et bien sûr avec toute la possibilité de la faune que ça va pouvoir drainer sur tous ces aménagements. À tout le monde, au grand public, les scolaires, toutes les personnes intéressées, qui sont un peu sensibles sur qu'est-ce que c'est la biodiversité, comment je peux protéger mon environnement. Voilà. Si je veux planter des fruitiers, j'ai un petit jardin, comment je peux faire, j'y connais rien, je peux venir ici, on peut donner quelques conseils de base et puis après on progresse à sa mesure.